Voilà, donc je vais vous parler d'un sujet assez pointu, puisqu'il s'agit dans le domaine de la chirurgie mini-invasive, aujourd'hui d'approches qui sont encore au stade expérimental, hein. On n'est pas dans la routine clinique. Ça s'appelle la chirurgie transluminale par les voies naturelles. Une technique chirurgicale qui est développée actuellement donc à Strasbourg par l'équipe du professeur Maresco à l'IRCAD, et pour lesquels il y a un réel intérêt pour la robotique, vu la grande difficulté de la réaliser à la main. Alors, comme technique, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'atteindre la cavité abdominale. Alors, au lieu de passer par l'extérieur, comme on le fait aujourd'hui classiquement, on va passer avec des systèmes flexibles par la bouche, par exemple dans la voie transgastrique, et à travers la paroi de l'estomac. Alors, l'idée derrière, c'est évidemment d'aller vers une chirurgie encore moins invasive, hein, parce qu'une chirurgie mini-invasive classique, on fait 4 ou 5 incisions avec des trocars. Là, il n'y a plus qu'une incision interne. Et d'ailleurs, en anglais, on appelle ça la no scar surgery. En fait, il y a quand même une cicatrice, mais elle est pas visible. Donc, je dirais plutôt la no visible scar surgery. Donc, le concept illustré par cette animation. Donc, c'est de venir avec des outils alors qu'on trouve aujourd'hui en endoscopie, qu'il va falloir évidemment adapter pour faire de la chirurgie. Et en passant donc par ici donc le veuvage et l'estomac, en faisant une incision dans la paroi donc de l'estomac, on va arriver dans l'espace chirurgical, donc abdominal. Alors la difficulté, il y en a de nombreuses pour rendre ça pratique, c'est qu'aujourd'hui, bon, les outils sont surtout des outils endoscopiques pour du diagnostic. Alors il y a effectivement des instruments flexibles disponibles pour faire des choses très simples comme une simple biopsie, mais pour faire de la chirurgie, l'outillage n'existe pas réellement. Ensuite, une autre difficulté, c'est qu'on est avec des instruments peu maniables, hein, des longs instruments souples manipulés de l'extérieur. On a aussi un défaut qu'on n'avait pas en chirurgie, c'est que les instruments, si nous partons avec un système tubulaire, vont être dans l'axe du système, donc il n'y aura pas de triangulation, c'est-à-dire qu'on ne viendra pas sur le site chirurgical de côté. Donc en termes de manipulabilité, c'est particulièrement difficile. En plus, tout est souple et mobile, donc on a un problème de stabilisation. Alors, c'est un projet qui a démarré il y a pas mal d'années hein, sur Strasbourg, entre autres dans le cadre d'un projet FUI avec un partenaire industriel, donc qui est Karl Storz, qui est fabricant de matériel et d'endoscopes. Nous avons développé dans ce cas de projet des outils d'abord. Alors, vous avez ici un premier prototype, hein, des outils spécifiques utilisables à la main. Depuis 2006, le début du projet, il y a eu quand même des centaines d'expériences faites de chirurgie donc, sur l'animal. Alors vous voyez dans les versions un peu primitives, il faut 4 chirurgiens pour manipuler l'instrumentation. Vous avez ici effectivement donc, une vue. Alors la seule vue qu'on dispose réellement, c'est celle-là. Donc celle-ci, c'est une vue que j'ai mis pour l'illustration, donc une vue latérale qui vous permet de voir l'instrument passant à travers la paroi abdominale. Alors il y a évidemment beaucoup de challenges à résoudre. Donc ici, on est en train d'extraire une vésicule. Il va falloir la repasser, la découper depuis à travers l'estomac, la ressortir ensuite par la bouche. Donc il y a un vrai challenge. Alors quelles sont les problématiques? Bon, déjà au niveau de l'instrumentation, puisque l'instrumentation classique ne permet pas vraiment de faire de la chirurgie, hein. Je vous disais, à part la biopsie, il n'y a pas grand-chose, il est assez difficile de faire autre chose. Donc, dans ce projet où on a développé avec l'entreprise Karl Storz toute une instrumentation manuelle pour permettre cette chirurgie. Donc, vous voyez une version un peu plus aboutie de l'instrumentation, où cette fois les instruments arrivent par des canaux latéraux et donc on dispose déjà d'instruments articulés avec de la triangulation. Vous voyez ici l'image qu'on a sur l'endoscope, vous avez les instruments qui viennent dans le champ de vision et qui permettent réellement de commencer à manipuler, entre autres ici, cette vésicule. Donc ça, c'est déjà un élément développé dans le projet. Alors malgré tout, pour que ça se passe, je dirais, de la chirurgie purement expérimentale, alors on a déjà
opéré une cinquantaine de volontaires au CHU de Strasbourg par cette technique. Pour que ça passe de la chirurgie, je dirais, expérimentale à la chirurgie routinière, il y a quand même encore un certain nombre de problèmes à résoudre. Et un des principaux, c'est la difficulté de manipuler l'instrumentation qui fait que aujourd'hui, il faut au minimum 2 chirurgiens. Un pour tenir l'endoscope principal, un pour les instruments. Et puis en même temps, la procédure dure pas loin de 2 fois le temps actuel pour faire une chirurgie mini-invasive. Donc, sur ce projet, nous avons développé toute une activité de recherche ici à l'école, donc à Physique Télécom Strasbourg, sur la robotique, l'assistance robotique à ce geste. Alors il y a différents problèmes à résoudre. L'un, évidemment, c'est le fait que le système est flexible et mobile. Donc il y a un travail qu'on fait sur la stabilisation active de l'endoscope. Une autre difficulté, c'est qu'on manipule les instruments à la main, flexible et à plusieurs. Donc on passe, avec la robotique, on a la possibilité de faire de la télémanipulation, qui sera évidemment un des intérêts de l'approche robotique. Alors, dans les travaux, entre autres, on a, dans un premier temps, travaillé sur la stabilisation de l'endoscope. Donc on a motorisé des endoscopes. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des parasservissements visuels. En fait, l'image vue par l'endoscope est comparé à une image cible, par exemple fixée par le chirurgien. Et il y a tout un schéma d'asservissement, bon, ceux qui ont fait un peu d'automatique, visuel, qui permet de contrôler automatiquement l'endoscope pour le stabiliser. Alors je vous saute un peu les équations. On a fait ça entre autres avec des approches prédictives. Alors vous avez ici l'endoscope robotisé. Le corps de l'endoscope est soumis à des mouvements aléatoires à l'extérieur. Et en fait, il garde constant la position de l'image, enfin de la cible au centre de l'image. Vous voyez que la caméra se trouvant ici à l'extrémité, l'endoscope bouge, je dirais, se stabilise tout seul pour garder ici la cible directement dans le centre de vision. Alors vous avez ici une variante où on a testé des approches répétitives sur des mouvements simulant la respiration, donc des mouvements évidemment périodiques. Donc vous voyez que l'endoscope se stabilise après un certain nombre de cycles directement et la cible qui bougeait au démarrage de plusieurs centimètres se retrouve centrée une fois que l'endoscope est asservi automatiquement au mouvement. Donc ça fait partie donc des développements qu'on a fait dans le projet. Alors une chance qu'on a aussi à l'Institut, à l'IRCAD à Strasbourg, c'est d'être dans un institut qui fait de la formation à la chirurgie dans lequel il est possible de faire facilement de la validation in vivo, puisqu'il y a 4000 chirurgiens qui suivent des cours avec des travaux pratiques sur l'animal, et dans lequel on peut insérer nos projets de recherche. Donc vous avez ici la validation de ce système de stabilisation active sur un foie en mouvement suivant des mouvements respiratoires. Vous voyez les courbes expérimentales. Alors je vous parlais donc de motorisation et de télémanipulation. Vous avez vu donc la stabilisation du corps principal de l'endoscope. Il y a évidemment les instruments aussi à motoriser et à robotiser. Alors comme structure robotique, c'est un peu particulière puisqu'en fait c'est un sort de robot serpent, mais en plus avec une structure en forme d'arbre, ce qui est assez atypique dans le domaine de la robotique pour ceux qui font un peu de modélisation. Donc on a développé à partir d'une instrumentation médicale existante différents prototypes. Et là, je vais vous présenter juste le prototype de laboratoire qui nous sert à nos expériences, enfin qui a servi à nos premières expériences. Donc il s'agit donc d'un corps principal à 2 degrés de liberté sur lesquels on dispose de systèmes flexibles qui, eux, sont à 4 degrés de liberté actionnés. Ce qui fait quand même un système à 10 degrés de liberté motorisé. Quand même déjà ça dépasse déjà le stade du robot industriel, qu'on peut télémanipuler avec une seule personne, d'où l'intérêt de la robotique. Là, vous avez l'interface qu'on utilise, donc, qui est une interface à 2 fois 7 degrés de liberté. Donc ça, c'est la version télémanipulée. Et là, attendez, je vous présente juste la vidéo. Donc l'ensemble donc motorisé, donc évidemment le progrès entre la version manuelle où il faut être 4 mains
éventuellement même 6. Ici, il s'agit d'un extrait d'une chirurgie réelle, hein, faite sur une patiente à Strasbourg. Et donc la version robotisée donc, et télémanipulée, donc on a réalisé au laboratoire, où on arrive à cumuler mouvements d'ailleurs périodiques et mouvements de télémanipulation. Ça fait partie d'ailleurs du projet de recherche de la thèse de cette étudiante d'ailleurs qui vient de soutenir et qui vient de terminer son travail de thèse. Donc l'objectif avait été d'adapter des instruments déjà existants pour que ça soit facilement transposable pour l'entreprise qui développe les endoscopes, et puis avoir une combinaison entre un système qui soit manipulable à la main et en même temps robotisé, puisque pour amener l'endoscope dans le corps, ce ne sera pas le robot qui va le déplacer, il faudra quand même le déplacer à la main. Donc, vous voyez ici, vous avez donc l'accumulation de la stabilisation automatique sur l'image en mouvement, donc par asservissement visuel, avec ensuite, on va le voir, donc les mouvements de télémanipulation via l'interface. Voilà, je pense que j'ai utilisé mon temps. C'est bon? Voilà, j'en reste là. Pendant qu'on fait le transfert de micro, il y a peut-être une question ou deux. Évidemment, l'une des premières questions qu'on peut se poser quand on voit ce genre d'outillage magnifique au demeurant, comment assure-t-on la fiabilité du robot, de l'endoscope, la robustesse, la fiabilité? Ce qu'on demande à un tel système, je suppose, c'est d'être infaillible pendant l'opération. Déjà, le premier élément de sécurité, c'est que ça reste un système télémanipulé. Donc, je suis, en tant que roboticien, je ne suis pas le premier à vouloir sortir le médecin de la salle, ou même des manettes de commande. Donc, c'est comme quand vous prenez l'avion, vous aimez bien avoir un pilote, même si on fait voler des drones. Donc, je pense que le premier élément de sécurité, il est là. Donc, on est avec un système télémanipulé. C'est-à-dire que tous les mouvements vont se faire sous l'œil de la caméra, avec aux commandes le chirurgien. Alors, ce qui ne peut pas empêcher éventuellement une défaillance d'un moteur ou l'autre, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la redondance. Point important, c'est d'éviter que les modes défaillants critiques n'amènent à un accident. Donc, si vous voulez, si tout d'un coup votre moteur s'arrête, bon, c'est pas dramatique. Vous avez vu que c'est un système où on cumule co-manipulation et actionnement motorisé, de sorte que on peut toujours reprendre la main. Donc, entre autres, une idée du projet, c'était que les moteurs, c'était quelque chose qu'on pouvait attacher à la place. On les a mis à la place où on a les poignées manuelles, en fait. Donc, c'est une conception assez originale où vous avez pratiquement la même structure, mais où vous remplacez des poignées par un moteur. Alors après, toute l'intelligence, elle est dans le logiciel de télémanipulation. Bon, c'est surtout ces aimants-là de sécurité. Hein.